Conakry, 21 octobre 2019. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Les Guinéens n'iront pas aux urnes le 28 décembre. La date des élections législatives est reportée. L'annonce a été faite ce lundi au cours d'un point de presse ici à Conakry. Dans la perspective de la fête tournante de l'indépendance, 50 chantiers sont en cours de réalisation dans les 5 préfectures de la région de Kindia. Les bénéficiaires apprécient l'évolution des travaux. Au sommaire encore, sport, CHAN, championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Le CELI local se qualifie pour la 3e fois consécutive. Les fans du Curon saluent la performance des joueurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur ces décrets du chef de l'État. Décret D 2019-286 PRJ SGG portant nomination des hauts cadres au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le président de la République veut la Constitution décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivants sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire générale, Madame Nene Fatou Diallo, précédemment inspectrice générale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Chef de cabinet, Monsieur Alassane Yakité, confirmé. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 octobre 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2019-287 PRJ SGG portant nomination de hauts cadres au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le président de la République vu la Constitution décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller principal, Dr Alcini Camara, précédemment directeur national de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Conseiller chargé de la pédagogie, M. Sénissila, confirmé. Conseillère chargée de la législation scolaire, Mme Pierrette Toupou, précédemment inspectrice générale de l'éducation de l'ABI. Conseillère chargée de mission et de la coopération, Mme Aïssata Traoré, confirmé. Conseiller juridique, M. Mohamed Sanoussi Kaba, confirmé. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 octobre 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le sommaire Russie-Afrique s'ouvre ce mercredi à Sotchi. Plus de 30 chefs d'État africains y sont conviés. Professeur Alpha Condé a quitté Conakry pour la Russie. Le président de la République mettra la rencontre de Sotchi à profit pour inviter les investisseurs à s'orienter vers la Guinée. On se souvient, en 2017, la Guinée et la Russie ont signé plusieurs accords de coopération. Un commentaire du bureau de presse de la présidence de la République rendu en studio par Ibrahima Keïta. Les 23 et 24 octobre prochains, la Russie organise dans la cité balnéaire de Sotchi son premier sommet Russie-Afrique doublé d'un grand forum économique. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus, parmi lesquels le président de la République, le professeur Alpha Condé. Au programme de ce premier sommet russo-africain figurent les discussions politiques et économiques pour montrer les avantages que la Russie offre à l'Afrique dans le cadre d'une coopération mutuellement avantageuse. À Sotchi donc, il s'agit d'une main tendue de la Russie vers l'Afrique, ce qui atteste incontestablement la volonté du Kremlin pour un nouveau départ avec le continent. Une rencontre que le président de la République, le professeur Alpha Condé, compte mettre à profit pour inviter les hommes d'affaires russes à s'orienter vers la Guinée. Professeur Alpha Condé et sa suite vont donc exposer aux partenaires russes les avantages que la Guinée offre dans le domaine de l'agriculture, des mines, de la santé, de la sécurité, entre autres. Déjà, lors du dernier séjour de travail du président de la République, le professeur Alpha Condé à Moscou, en 2017, l'on a assisté à la signature de plusieurs accords de coopération entre la Russie et la Guinée. Ce sommet Russie-Afrique est donc la concrétisation de la volonté du professeur Alpha Condé et de Vladimir Poutine à donner un nouvel élan à cette coopération.
Je vous le disais en titre, les élections législatives n'auront pas lieu le 28 décembre 2019. L'envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie demande une réconsidération de la date proposée par la CENI. C'est à la faveur d'un point de presse tenu à Conakry. Toutefois, l'OIF félicite la CENI pour les avancées enregistrées dans l'application des recommandations de l'audit du fichier électoral. Le point avec Saïd Manialo. Les volets de coopération entre la Guinée et l'OIF figurent l'appui à l'organisation des élections. L'institution qui a toujours soutenu la matérialisation des activités techniques sur le terrain a procédé ce lundi à la présentation d'un rapport technique sur le processus. Dans ce rapport, si elle salue les avancées enregistrées, notamment l'acquisition d'un logiciel ABIS propre à la Guinée pour le dédoublonnage et l'assainissement du fichier, elle recommande cependant à l'institution électorale une réconsidération de la date des prochaines élections, et cela suite à la non-convocation des électeurs qui devrait se faire 70 jours avant le scrutin. Bien entendu, nous avons procédé à une évaluation. Et cette évaluation nous a amené à établir que le chronogramme qui était annoncé, en tout cas qui avait été proposé par la Commission électorale nationale indépendante, était difficile à mettre en œuvre. Ainsi, nous avons procédé à un certain nombre de suggestions dont le gouvernement guinéen a pris acte. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que donc, la date qui avait été proposée par la CENI, à savoir celle du 28 pour la tenue d'élections législatives, est à reconsidérer. Cette date sera difficile à mettre en œuvre. Ainsi, la CENI elle-même travaillera à non seulement approfondir les diligences qui sont en cours pour le déploiement des équipes pour l'enrôlement et toutes les opérations préparatoires pour la collecte des données, le traitement des données et leur centralisation. Et à cette conférence où était présente la CENI, un réexamen du calendrier est attendu. Une plénière doit statuer autour de la question. Si vous nous demandez est-ce que nous n'avons pas constaté, nous continuons à constater certaines choses, mais notre rôle c'est de résoudre les problèmes. Maintenant, il faut savoir en combien de temps nous pouvons résoudre ces problèmes-là. C'est toute la question de délai. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons avec ce recul, puisque le délai technique que nous avons calculé ne rentrait pas dans le cadre que nous étions déjà défini et qui aboutissait au 28 comme jour d'élection. Maintenant, nous sommes présents à côté de l'OIF pour son point de presse aujourd'hui, mais la CENI aussi est en train de préparer un point de presse pour annoncer un certain nombre de choses, de dispositions que nous avons prises et éventuellement donner des indications sur le délai ou la date à laquelle nous allons annoncer la date des élections. Si la date du 28 décembre n'est plus tenable, les activités sur le terrain doivent se poursuivre pour répondre aux exigences de l'audit du fichier électoral et à l'application du dialogue politique. Et justement, avant de poursuivre cette édition, cette déclaration de l'Assemblée nationale au sujet de la crise politique que connaît la République de Guinée depuis le 14 octobre 2019. L'an 2019 et le vendredi 18 octobre, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a tenu une réunion extraordinaire consacrée à l'examen de la situation politique actuelle de notre pays et à l'exploration des voies et moyens de sortie de crise. À cet effet, prenant acte de la déclaration commune du groupe parlementaire libéral-démocrate et d'une frange du groupe parlementaire Alliance républicaine de suspendre leur activité au sein de l'Assemblée nationale, déclaration prononcée vendredi 11 octobre 2019 et immédiatement suivie des faits. Considérant la déclaration d'un groupe d'individus suivi de mobilisation et de marche, relevant le fait que le mouvement qui s'est traduit à bien des endroits des actes de violence
préoccupé par l'ampleur et les proportions de ces violences de ceux qui précèdent. L'Assemblée nationale déplore les pertes en vies humaines et celles matérielles enregistrées à certains endroits du territoire du fait des événements consécutifs à l'appel de manifester. Présente ses condoléances émues et sa compassion aux familles des victimes. Invite les citoyens, les acteurs politiques, le mouvement social, la société civile, les forces de défense et de sécurité ainsi que l'administration à la retenue et à l'observation d'une attitude responsable. Invite tous les acteurs à privilégier l'intérêt supérieur du peuple de Guinée en lui assurant un climat de paix et de stabilité dont il a tant besoin pour renforcer sa cohésion et poursuivre sa marche vers le progrès. Invite au retour des honorables députés ayant suspendu leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale que leur offre un cadre idéal de dialogue. Invite tous les acteurs de la vie nationale à accepter la main tendue du président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour un dialogue responsable et constructif, à l'occasion duquel toutes les questions pourraient être abordées et débattues dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Signé le président de l'Assemblée nationale. L'autre temps fort de cette édition, 60 groupements d'intérêt économique de la pêche artisanale viennent de bénéficier des barques à fibre, en fibre de verre et d'importants lots d'équipements de pêche. C'est le départ d'un projet présidentiel qui vise à remplacer toutes les barques en bois à l'horizon 2020. Cette initiative du président de la République vient donner un nouveau souffle à ce secteur porteur de croissance. Antoine Toumani Camara, reportage. Jusque maintenant, les embarcations de la pêche artisanale étaient en bois. Leur construction a au fil des ans constitué des saignées pour l'environnement et un poids financier pour les pêcheurs artisans. Pour réduire ces effets et rentabiliser davantage les activités du secteur, l'initiative présidentielle lance un projet de barque en fibre de verre. Cette parade au quai de pêche de Koba Taboria est une démonstration de la navigabilité de ces pirogues. Et ces pêcheurs découvrent ainsi une nouvelle réalité dans leurs activités, synonyme de révolution. Le président, il a promis, il a fait. Quel est l'avantage? L'avantage, parce que c'est les barques qui sont faites en fibre de verre. Et le fibre de verre est différent du bois, de la planche et autres. Parce que la durée par laquelle elle est faite, le bois ne peut pas faire ça. Et surtout le confort par lequel il est, le bois ne peut pas faire ça. Donc il va beaucoup atténuer le naufrage. Parce qu'on ne dit pas qu'une barque ne peut pas faire de naufrage. Mais il est très difficile en fibre de verre de faire un naufrage en mer. Et il est beaucoup plus léger sur l'eau plus que la planche, le bois. Vous voyez, donc c'est ce qui fait que non seulement il va nous permettre d'économiser beaucoup de carburant par rapport à la pêche. L'objectif du gouvernement est de faire disparaître toutes les barques de pêche en bois à l'horizon 2020. Pour cette première vague, 60 pirogues de pêche artisanales en fibre de verre et leurs équipements reviennent aux 60 premiers groupements de pêcheurs formés. Les équipements de pêche sont très coûteux, c'est très cher. Ça rôde autour de 160 millions par groupement. Donc, chose qui est vraiment importante à travers ça, et c'est une activité très rentable. La banque prête cet argent avec des taux d'intérêt très intéressants, presque concessionnels, mais ce n'est pas un don, c'est un prêt, et un prêt, ça veut dire que ça doit être remboursé. Cette initiative présidentielle en faveur de la pêche artisanale touchera tous les maillons du secteur. Après les pêcheurs artisans, suivront les mareyeuses pour le volet commercialisation et les fumeuses pour la transformation des produits halieutiques. Cela après la mise en place et la formation des groupements d'intérêt économique. La Guinée, à l'instar des autres pays de la CEDEAO, prépare sa politique nationale des stocks de sécurité alimentaire. Une plateforme de réflexion et de cadrage est organisée à cet effet pour un partage d'expériences entre les États de la CEDEAO. Fodé Camara, Aboubakar Junior Camara. Contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires des populations, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les pays membres de la CEDEAO est l'objectif de ce projet. Une politique nationale de stockage a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet de prévenir
les cas de crise alimentaire et d'insécurité alimentaire qui sont préjudiciables pour une population, notamment celle vulnérable. Le deuxième avantage, c'est que dans le cadre du réapprovisionnement de ces stocks-là, ça peut être un débouché pour les producteurs locaux, parce qu'ils ont un marché vers lequel ils peuvent écouler leur production. En 2011, le G20 avait retenu la région de la CEDEAO pour ce projet pilote de réserve régionale afin d'assurer le leadership du processus de stockage, surtout des denrées de première nécessité. Comme vous le savez, c'est vraiment important que nos pays puissent disposer des stocks acquis auprès de nos producteurs locaux pour qu'en cas de situation alimentaire difficile, ces stocks puissent être utilisés dans le cadre d'une souveraineté alimentaire pour le bénéfice des populations qui sont dans cette situation. Les acteurs du monde rural, à travers des organisations fêtières paysannes et partenaires du terrain, comptent s'impliquer pour poser les jalons visant à améliorer les rendements en encourageant la politique d'accès au marché, l'une des principales contraintes du monde rural. Il faut que les paysans prennent le courage pour produire la qualité des produits. Les gens qui ne veulent pas travailler, il faut qu'on les encourage pour les montrer que CEDEAO est à côté maintenant de nous aider. On veut que tout le monde s'engage pour produire la qualité. Cette initiative sous-régionale conduite par la CEDEAO va sans nul doute permettre aux différents pays membres d'avoir un stock de sécurité alimentaire. À date, plusieurs pays de la sous-région ont déjà leur stock de sécurité. Dans la région administrative de Kindia, près de 50 chantiers sont en cours de réalisation dans les 5 préfectures. La Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière Sonapi s'est appuyée sur les 5 entreprises, sur les entreprises locales pour l'exécution des travaux. À ce jour, les travaux avancent à la satisfaction des populations. C'est du moins le constat de notre reporter Mamadi Terna Kamisoko. Kindia, ville hôte de la prochaine célébration de la fête nationale du 2 octobre. Depuis mars dernier, de grands chantiers sont ouverts dans la cité des agrumes. 8 actions au total pour renforcer la présence de l'État auprès des populations, mais aussi redorer l'image d'une cité en quête d'infrastructures. Aujourd'hui, les ouvriers sont à l'œuvre et les travaux sont à plus de 80% d'exécution. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait la pose de la première pierre de 8 chantiers qui sont entre autres la gendarmerie préfectorale, la gendarmerie régionale, la sûreté, le commissariat, la résidence du commandant de la gendarmerie régionale, la résidence du commandant de la gendarmerie préfectorale, la résidence du directeur de la sûreté de police de Kindia et la résidence du commissaire central de police. Ce que nous voyons là, satisfait. Et nous souhaitons que tout finisse bien comme ça a été commencé. Plusieurs autres actions d'intérêt communautaire sont annoncées, comme la construction des marchés modernes ou encore la maison des jeunes. 34 entreprises locales réunies au sein de la Confédération préfectorale des artisans exécutent les travaux avec près de 500 emplois créés. Contrairement aux autres régions du pays qui ont abrité les fêtes tournantes, Kindia a sa particularité. La Sonapi, Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, expérimente la construction des bâtiments à l'aide des briques en terre stabilisée. Les briques en terre stabilisée, qui n'est pas nouveau à Kindia, mais avec les modèles, c'est la première fois les briques emboîtées. Donc nous saluons vraiment cette initiative de président. Une nouvelle technologie plus rapide et moins coûteuse au budget national. On restait dans un canevas de prix très intéressant un peu pour le pays, où le pays économise dans la transparence la plus absolue. Nous aurons aujourd'hui dans les 5 préfectures près de 50 édifices, pas des moindres, des bâtiments qui vont jusqu'à plus de 400 et quelques mètres carrés et de construction, et l'ensemble de tout ceci et qui ne dépasse pas peut-être 20 à 25 milliards. Vous divisez ça par 40 et quelques, vous avez un édifice à moins de 1 milliard. Toutes les préfectures relevant de la région administrative de Kindia bénéficieront de ces nouveaux modèles de construction.
Sur le terrain, la fabrication des briques se fait sur place et plusieurs jeunes Guinéens sont de nos jours formés pour mettre en œuvre cette autre initiative présidentielle. Le FONIJ, Fonds national d'insertion des jeunes, engage d'intenses activités au cours de la semaine de la jeunesse. Ce soir, nous allons à la rencontre de quelques entrepreneurs qui ont tiré profit de ce fonds. C'est le début d'une série de reportages proposés par Fatima Diallo. À la tête d'une entreprise qui évolue dans la promotion des énergies renouvelables, Seydou Bari est un de ces entrepreneurs qui a réussi à changer le paradigme sur l'emploi jeune. Si ce jeune ingénieur de formation sert aujourd'hui de modèle, c'est parce qu'il a su allier esprit de créativité et recherche de financement auprès du FONIJ, le Fonds national d'insertion des jeunes. Grâce à l'accompagnement du FONIJ, nous avons remporté le 3e prix du concours Jeunes Entreprises en énergie durable en Afrique francophone. J'étais aussi sélectionné avec le cadre de concertation entre les acteurs de la finance inclusive organisé par le PNUD. Et c'est comme ça qu'on a été financé par Afriland First Bank. Parmi les entreprises ayant bénéficié de l'accompagnement du FONIJ, cette école Sisaka Kimbo, créée il y a quelques années sur initiative familiale, grâce à l'accompagnement du FONIJ, cet établissement d'enseignement est rénové et agrandi. Son cofondateur a épongé sa dette au FONIJ et réalise un de ses rêves, investir et s'investir dans l'éducation. J'ai bénéficié d'un accompagnement de 40 millions de francs guinéens. Ce montant nous a beaucoup aidé. On manquait de table-bancs, on a innové les tables-bancs. La direction, on manquait des équipements informatiques. On a équipé la direction. On a changé aussi l'image de l'école. Cela nous a donné beaucoup de plus. Ça nous a beaucoup aidé. Et à travers ça, on n'avait que le primaire. Mais maintenant, les parents nous ont exigé à ce qu'on ouvre le collège. On a déjà la 7e et la 8e année cette année. À la disposition des jeunes dans leur quête de financement et d'encadrement pour réaliser leurs projets, le FONIJ a été créé par le gouvernement guinéen et placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse. Une opportunité pour les jeunes, scolarisés ou non, dans la quête de solutions pour entreprendre et créer de la richesse. De nos jours, de nombreuses entreprises portent la marque de l'accompagnement du FONIJ. Nous recevons ici les jeunes qui viennent des fois avec de simples idées de projets. Il y en a qui viennent avec des plans d'affaires en main. Donc, nous recevons ces jeunes pour non seulement travailler sur leur idée d'entreprise, il y en a même qui viennent simplement avec 4-5 idées, ils ne savent même pas comment choisir. On les aide d'abord à choisir cette idée d'entreprise. On les aide à élaborer leur business model. On les aide à élaborer leur business plan. Donc, après l'élaboration en fait de ces documents qui sont en fait des documents de base, on fait une sorte de réseautage. On cherche à mettre ces jeunes-là en contact avec les banques, mais aussi à l'interne, il y a une possibilité de financer ces jeunes. 3 ans au service de la jeunesse guinéenne, le FONIJ contribue à faire émerger une nouvelle classe d'entrepreneurs. Il incite les institutions à s'engager dans le financement des PME, principales pourvoyeuses d'emplois. À tous les jeunes guinéens de 15 à 35 ans, le FONIJ est là pour eux. Le FONIJ représente l'État pour leur accompagner. Le FONIJ est là pour les accompagner, les jeunes intellectuels ou pas, ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. On les attend ensemble, on va voir quelles sont les mesures nécessaires qu'il faut mettre en place pour qu'ils soient accompagnés. Pour la soumission des projets à financer, les jeunes se présentent individuellement ou en groupe selon les modalités. De manière générale, les projets sont soumis pour une évaluation, une manière d'adresser une réponse à la question du financement des projets de jeunes. Dans l'actualité encore, après le départ de la société française Veolia, EDG, Électricité de Guinée, sera bientôt doté d'un autre personnel de direction des travaux préparatoires de sélection regroupés. En fin de semaine, à Conakry, le conseil d'administration de la direction générale par intérim et le collège syndical de EDG. Nabi Kamara revient sur les résultats de la rencontre.
À EDG, l'heure est à la constitution du personnel de sa direction, une tâche inscrite au programme de redressement de cette entreprise publique qui vient de résilier son contrat avec la société française Veolia après 4 ans de gestion. Elle se fait de façon sélective à travers un appel à candidature. C'est une exigence que le programme de redressement impose, parce que nous avons l'outil de production qui s'améliore de plus en plus. Il faudrait aussi procéder au renforcement des capacités du personnel qui doit exploiter cet outil de production, de distribution de l'énergie électrique. Pour ce travail, un consultant a été recruté. Devant les membres du conseil d'administration, les partenaires techniques et financiers et le collège syndical de l'EDG réunis en commission préparatoire de sélection de ce personnel, ce consultant a exposé son plan de travail qu'il entend mettre en œuvre dans les jours à venir. C'est pour recruter, pour identifier des candidats pour à peu près une trentaine de postes. S'ils sont tous cadres, ils ont un certain nombre de critères qui sont communs à tous les postes, qui est le leadership, la capacité de communiquer, la capacité, ainsi de suite. C'est une nouvelle dynamique que l'État décide d'imprimer dans la gestion des EDG pour répondre mieux aux exigences de ses clients. Vulgariser les outils de planification familiale, la question a fait l'objet de débats à Conakry. C'est une rencontre organisée par la Direction nationale de la santé familiale et infantile en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé. Yaya Silla a suivi les travaux. C'est parti pour 4 jours de renforcement des capacités des membres du comité national de page, entendez passage à grande échelle des meilleures pratiques en santé. Les cadres de la Direction nationale en charge de la santé familiale et reproductive au niveau central et déconcentré prennent part à cette assise. Comme vous le savez, souvent, les partenaires accompagnent les pays, expérimentent certains sous forme de projets, certaines interventions qui sont connues être bénéfiques pour la santé de la population d'une manière générale. Et donc ces interventions-là, à la fin du projet, ne sont pas souvent ne continue pas, même si on sait que ce sont des interventions qui sont bénéfiques pour la santé, tout simplement parce qu'il n'y a pas une bonne appropriation, on n'a pas pensé au début de l'intervention qu'est-ce qu'on va faire à la fin. C'est un processus enclenché par l'Organisation ouest-africaine de la santé autour de la bonne pratique en santé. Il est la suite logique de 3 forats organisés et articulés autour de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'adolescent. L'OAS, dans sa mission d'harmonisation et de mise en commun des ressources, a développé des guides et des outils qui permettent de capter les meilleures pratiques en santé, de les documenter et de les diffuser afin d'éviter de réinventer la roue et d'accélérer la mise en œuvre de nos programmes prioritaires de santé. Je suis confiant que les résultats auxquels vous allez aboutir durant ces 4 jours d'atelier seront une grande opportunité pour le pays pour mettre en place des outils et des mécanismes pour le passage à grande échelle des meilleures pratiques de santé. La rencontre de Conakry devrait permettre d'outiller les participants en matière de reproduction des données et de la mise à échelle des pratiques prioritaires en vue d'améliorer les indicateurs de la santé maternelle et juvénile. Dans la savane guinéenne, l'arrestation à Kankan de 2 bandits habillés en tenue militaire. Vous allez les voir. Ils ont été mis aux arrêts au cours d'une patrouille mixte nocturne. Depuis un certain temps, la ville de Nabaya connaît une recrudescence de la criminalité et du banditisme. Suivez le reportage de notre correspondant permanent en Haute-Guinée, Fodé Bangali Fofana. Les autorités administratives, militaires et paramilitaires, appuyées par des jeunes des 27 quartiers de Kankan, viennent de prendre des mesures énergiques en commun pour assurer dans la cité de Nabaya la sécurité des personnes et de leurs biens. Cela passe nécessairement par l'organisation des patrouilles diurnes et nocturnes pour contrer le grand banditisme qui refait surface de façon inquiétante dans la ville de Kankan. Notre première vocation ici à Kankan, c'est pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Si cette sécurité est menacée, nous sommes les premiers responsables interpellés. C'est la raison pour laquelle
nous avons convoqué cette réunion ce matin pour essayer de mettre en place un mécanisme approprié dans le respect de l'art pour que vraiment cette insécurité soit un mauvais souvenir à Kankan. À travers cette opération de patrouille nocturne, une lutte implacable est menée par les forces de défense et de sécurité contre les bandits de grand chemin. La ville est quadrillée, les barrages fixes et mobiles sont érigés partout à travers la ville. Nous sommes tous les corps que vous voyez à Kankan dans cette patrouille nocturne. L'opération, ça commence tous les jours à partir de 17h30 jusqu'à 6h du matin. Cette opération de patrouille nocturne lancée il y a seulement 3 jours a produit ses premiers effets. 2 jeunes, Bruno Balamou et Idrissa Kamara, se faisant passer pour des militaires en tenue, sont tombés dans les mailles de cette patrouille. Moi, je suis chauffeur de camion. Vous voyez, la sorte des escadrons. Lui, tantôt il se présente militaire, tantôt il se présente gendarme. Je ne suis pas militaire, seulement j'ai porté ce tenue-là pour venir accompagner mon père à Sini. Il y avait un rêve à Mamou. Donc je voudrais juste quand on passe là-bas, on vient à Mamou passer. Il n'est pas militaire qui porte la tête. Il est établi que les forces de sécurité à elles-mêmes ne peuvent rien sans la participation des citoyens. Des comités de vigilance ont été mis en place dans tous les quartiers qui affichent une franche collaboration avec les services de défense et de sécurité. Une opération à laquelle toute la population de Kankan adhère. J'apprécie cette opération parce qu'il y a beaucoup de brigandage à Kankan ici pour des motos. À chaque moto volée, on envoie au niveau des garages pour mettre des caoutchoucs et tu n'arrives même pas à reconnaître ta moto. Ça, au moins, c'est une bonne idée. Il fallait prendre les taureaux par le cône et grâce à l'appui de la Comazone de Kankan et l'accompagnement de tous les officiers, nous avons pu aujourd'hui garantir la sécurité à Kankan. Cette volonté manifeste des services de défense et de sécurité à traquer les bandits de grand chemin donne l'espoir à la population pour le retour du climat de sécurité et de quiétude sociale à Kankan dans les meilleurs délais. Fodé Bangali Foufala, merci pour ce reportage. L'ambassadeur de Cuba en Guinée boucle sa mission dans notre pays. Roberto Rodriguez se dit satisfait des actions réalisées depuis son arrivée le 23 novembre 2015 à Conakry. Une soirée culturelle a été organisée en son honneur. La salsa, musique phare de Cuba et la chorégraphie guinéenne étaient au rendez-vous. Notre reporter Yamo Kaba était de la partie. Il a esquissé quelques pas de danse. Regardez. Le diplomate cubain s'apprête à rejoindre son pays. Après 4 ans de service en Guinée, une soirée culturelle est organisée pour marquer la fin de sa mission diplomatique à Conakry. Les prestations rappellent le combat de Roberto Rodriguez au service du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et Cuba. En Guinée, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à vivre avec le peuple guinéen, le peuple africain en général. Pour cela, je pourrais dire que l'acquis comme tel est positif pour mon séjour ici en République de Guinée en tant qu'ambassadeur. Donc je profite de l'occasion pour remercier non seulement le peuple de la Guinée, le président, le ministère des Affaires étrangères qui m'ont toujours soutenu pendant mon séjour en République de Guinée. Donc je pars, c'est vrai, en fin de mission, mais j'ai de très bons souvenirs de la République de Guinée que je vais toujours porter dans mon cœur. Sur cette piste de danse, quelques notes de la salsa. Ce point culturel entre la Guinée et Cuba est intimement lié au parcours académique et professionnel de Mamadou Aliou Barry. Au rythme afro-cubain, Maître Barry explore les racines de cette fusion musicale. Ce que je retiens de la coopération culturelle, je me rappelle, à notre époque, on l'a appelé Cuba Senta Haute 78. C'est nous qui avons été représenter la Guinée au Festival de la jeunesse. Je me rappelle, il y avait l'orchestre national, le Sili Orchestre, il y avait les ballets africains, il y avait la troupe universitaire, il y avait ceux-là qui étaient partis aussi pour le colloque. Donc on était plus d'une centaine de personnes. On a pris le départ ici, jusqu'à Alger, à Oran, et de Oran, on est parti à Cuba. Et c'était pathétique. Moi, la chose que j'ai retenue, c'est que quand j'ai fait la flûte dans Guantanamera, à La Havane, j'ai vu les Cubains qui applaudissaient. J'étais très jeune et j'ai eu la chair de poule. Les années 60 marquent le début des relations diplomatiques entre la Guinée et Cuba.
Roberto est le 14e ambassadeur cubain accrédité en Guinée. Durant son parcours diplomatique, il s'est beaucoup investi dans la consolidation des relations entre la Havane et Conakry. Dans l'actualité encore, les élèves de la sous-préfecture de Kassa viennent de bénéficier d'un lot de fournitures scolaires. C'est un don de Lions Club 403 AA. Les autorités de l'éducation de l'île de Kassa ont témoigné de leur reconnaissance aux donateurs. Reportage Younoussa Tawel Kamara. Après 25 minutes de traversée, nous voici à l'école primaire de Kassa, située à 7 km de la presqu'île de Kaloum. Depuis l'ouverture des classes, les cours se déroulent normalement dans cet établissement scolaire. Pour encourager et assister les parents d'élèves dans la formation de leurs enfants, le Lions Club Conakry Réveil, district 403 A1, offre des fournitures scolaires composées de cahiers et autres outils pédagogiques aux élèves de cette école primaire vieille de 78 ans. Le choix de nos actions ont porté sur l'école primaire de Kassa, parce qu'au niveau de cet établissement scolaire, nous avons identifié des réels besoins de servir notre communauté. Et nous sommes venus vers le corps enseignant, la direction, et ils nous ont identifié les besoins de l'école et nous sommes passés à l'action. Au-delà de ces fournitures scolaires, les donateurs comptent également faire la clôture de cet établissement scolaire qui a actuellement un effectif total de 726 élèves venus des différentes îles de l'Os. Une initiative vivement saluée par les encadreurs et autorités de la sous-préfecture de Kassa. Nous comptons utiliser d'abord ces fournitures à bon escient. Vous savez, nous sommes dans une localité, je peux dire c'est une zone rurale. Nous avons des enfants qui quittent dans les villages très lointains. J'ai des élèves ici qui viennent de 4 km. Soro et au centre ici, c'est 4 km. Koromaya, ici, c'est 3 km. Et vous avez plus de 200 élèves là qui viennent de ces villages. Donc, les parents sont diminués. Si aujourd'hui les Lions Club viennent pour partager les fournitures scolaires et surtout pour faire la clôture de l'école, je leur suis infiniment gré. Une des problématiques de la déperdition scolaire aux îles de l'Os dans l'ensemble, c'est le fait que les concessions scolaires ne sont pas clôturées. Les enfants arrivent nombreux le matin, après la récréation, ils se dispersent. Après la remise officielle de ces fournitures scolaires par le Lions Club Conakry Réveil, district 403 A1, les responsables de l'école promettent de procéder dans les prochains jours à la répartition équitable de ces cahiers et autres matériels didactiques aux ayants droit. Et puis sport foot, Chan Cameroun 2020, le Sili local se qualifie pour la 3e fois consécutive. Il a barré la route au Sénégal en remportant la partie 3-1 à l'épreuve des tirs au but. Le Sili célèbre son air de gloire. Ablé Diallo. Il n'y a pas 2 sans 3. Battu 1-0 par les Lions locaux à Thiès, l'équipe guinéenne a bien négocié ce match retour avec à la clé un but marqué à la 48e minute par Mamadba Bangoura sur un service du métronome Morla Silla. Ce but vient libérer le public qui, durant toute la première période, est resté perplexe. Alors que les Guinéens avaient l'obligation de marquer 2 buts sans encaisser pour se qualifier. Les hommes de l'AP Bangoura ont souvent pêché dans le dernier zeste devant des Sénégalais tactiquement disciplinés. Le match a tout de même changé de physionomie en seconde période avec l'ouverture du score par le Sili local et plusieurs autres occasions obtenues à l'image de ce montant de Michel Minimono entré en cours de jeu. Un but partout, c'est le résultat final sur l'ensemble des 2 matchs. Il a fallu recourir au tir au but pour départager les 2 équipes. Où Sekouba Kamara remplace Moussa Kamara et fait parler son réflexe dans cet exercice. Le gardien de l'AS Kaloum bloque 3 sur les 4 tirs des Sénégalais. La Guinée empêche pour la 3e fois de suite le Sénégal à jouer cette compétition réservée aux joueurs locaux. Le tournoi de l'UFOA nous a permis un peu de régler quelques faiblesses qu'on avait, d'améliorer nos qualités. Aujourd'hui, on a réagi surtout à la deuxième mi-temps. La première mi-temps pouvait être autre chose, surtout à leur avantage. Ils ont eu une occasion, c'est vrai, il faut reconnaître. En deuxième mi-temps,
je pense qu'on a pu contrer, avoir le but. On pouvait même mettre encore un autre but. Et je pense, comme il l'a si bien dit au tir au but, c'est la loterie, on a eu beaucoup plus de chance que ces deux équipes à peu près d'égale valeur. Guinée a été aujourd'hui plus chanceux. Le pénalty, c'est la loterie, tout le temps on sait. Donc ils ont été plus chanceux que nous. Donc on les félicite, on les encourage à aller de l'avant. Cette qualification du Sili local vient sauver la saison du football guinéen après la mésaventure des autres sélections nationales en 2019. Le rendez-vous est pris dans les conditions normales en avril 2020 au Cameroun pour la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.